clapotis. Cet épisode fait partie de la série consacrée à l'histoire littéraire. Savoir identifier un mouvement littéraire, connaître ses caractéristiques par les thématiques, les particularités d'écriture, est pour vous fondamental lorsque vous allez être amené à construire un commentaire littéraire sur un texte inconnu le jour de l'épreuve écrite. Prenons par exemple une date, 1550. Eh bien, vous voyez cette date sur le texte que vous aurez à commenter le jour J. Et on ne peut pas centrer le texte et l'étude du texte sans savoir le contexte historique et surtout littéraire, justement, de l'humanisme, puisque la date est 1550. On risquerait d'oublier un pan de l'analyse attendue. Par contre, si vous maîtrisez bien l'histoire littéraire et que vous êtes capable tout de suite, en voyant une date, de vous dire qu'il s'agit de tel ou tel mouvement littéraire, eh bien cela vous donnera des pistes pour construire vos axes d'étude dans votre commentaire et vous vous doutez bien que cela sera bien sûr encore plus apprécié par votre correcteur. Alors dans cet épisode, nous allons traiter d'un mouvement qui est très important au XIXe siècle, en particulier dans le cadre de la poésie, c'est le mouvement que l'on a appelé le Parnasse. Commençons tout d'abord par le situer au niveau chronologique, puisqu'on évoquait tout à l'heure la nécessité de se situer dans le temps. Globalement, le Parnasse, c'est la période 1850-1870. Donc on est bien d'accord, si le jour de l'écrit, vous voyez la date autour de ces années-là, et généralement c'est la date d'édition et de publication de l'œuvre concernée, vous savez qu'hypothétiquement, vous pouvez avoir affaire à un auteur qui se réfère et qui appartient à ce mouvement poétique. Alors on recontextualise un peu tout ça. Après 1850, des artistes, en fait, vont s'opposer à la vision du monde qui ont été développées par les mouvements réalistes et naturalistes. Bien évidemment, je vous renvoie aux épisodes de cette série d'histoires littéraires, à ceux qui sont consacrés au réalisme et naturalisme, pour que vous compreniez pourquoi, justement, ils s'opposent à cette vision du monde. Mais pour autant, on peut le dire très rapidement ici. En effet, ces écrivains, qui sont d'ailleurs surtout des poètes, vont s'insurger contre ces 2 mouvements parce qu'ils s'insurgent contre leur dictature du réel. Pour eux, l'observation du monde ne se suffit pas à elle-même. Ces poètes sont en quête d'autre chose et ils sont en quête avant tout d'un absolu, désormais recherché dans l'écriture. Alors déjà en 1835, vous avez un poète que vous connaissez certainement de nom qui s'appelle Théophile Gautier, pour le situer, 1811-1872. Et déjà en 1835, il pose les premières bases littéraires d'une fameuse théorie qui pourrait se résumer de la façon suivante, la théorie de l'art pour l'art. Et il mettra en pratique d'ailleurs cette théorie dans un de ses célèbres recueils qui s'appelle Émaux et Camée, qui va faire paraître en 1852. Vous retrouverez le titre et sa situation dans la chronologie du XIXe siècle, bien sûr, sur l'infographie qui accompagne ce podcast. Il écrit donc 1852 Émaux et Camée. Petit saut dans le temps, nous sommes en 1866 et plusieurs poètes se regroupent autour d'un autre artiste que vous devez connaître par rapport au Parnasse, qui s'appelle le comte de Lille. Ils vont, autour de Le Comte de Lille, publier leurs textes, leurs poèmes, dans un recueil qui va s'appeler justement le Parnasse contemporain. Alors le mot choisi Parnasse n'est pas bien sûr anodin, vous vous en doutez, et il souligne surtout leur attachement à la Grèce antique et leur volonté d'un retour aux sources de la création poétique, puisque vous n'êtes pas sans savoir que le mont Parnasse était bien sûr le lieu d'élection où séjournaient, selon la mythologie, Apollon et ses 9 muses. Donc on voit bien déjà, par cette approche, le choix de leur nom, qu'il y a cette idée de retour aux sources de la poésie et cette idée de refuser le réel tel qu'il est, présenté, par les romanciers, surtout réalistes et naturalistes, et retenez bien cette formule, l'art pour l'art. C'est-à-dire on n'est plus un poète, un artiste,
engagés dans la société, comme l'ont pu être certains réalistes et naturalistes, ou même des romantiques, hein, je vous renvoie aussi à l'épisode sur les romantiques. Là, il y a l'idée de se consacrer entièrement à son art. On écrit pour justement montrer la beauté de l'art et sa suprématie sur le reste. Cela nous amène à évoquer de façon succincte les idées et les thèmes que vont développer les auteurs du Parnasse. Alors première chose, et vous l'avez un petit peu compris si vous avez écouté les autres épisodes de cette série, bien souvent un mouvement littéraire est en réaction avec celui qui le précède. Bien tout d'abord, il faut savoir que les auteurs du Parnasse sont en réaction contre le lyrisme romantique. Cette profusion du moi, cette exaltation, justement, de ces poètes romantiques avec cette idée, récurrente, hein, du mal du siècle, eh bien, tous ces aspects-là, ils le refusent. Les Parnassiens vont prôner plutôt l'impersonnalité de l'œuvre, l'indifférence face aux événements de leur époque. Bref, on refuse à ce moment-là, ce qu'on a dit précédemment, tout engagement. Et leur doctrine de l'art pour l'art demande à ce moment-là des choses bien particulières. Tout d'abord, un vocabulaire soutenu. Il y a une recherche lexicale évidente, quitte à utiliser des mots qui peuvent paraître justement sibyllins, curieux, mystérieux pour le lecteur. Mais l'idée, justement, aussi, c'est que ce lecteur soit actif par cette curiosité sémantique. Il y a la recherche évidente d'une versification et d'une grande érudition. Et les Parnassiens vont préconiser le culte du travail, un travail patient, soutenu. Il faut, comme dit Théophile Gautier, sculpter, limer, ciseler. Hein, c'est ce qu'il exprime justement et ce qu'il donne comme conseil aux autres poètes. Et donc, à l'opposé des romantiques, pour qui l'inspiration prime, cette idée d'une sorte de furor poeticus qui vous tomberait dessus, eh bien pour eux, ce qui compte avant tout, c'est le travail qui va redonner justement ces lettres de noblesse à la poésie. Donc ça, c'est aussi cette idée presque du sculpteur qui affine et qui travaille la matière. C'est extrêmement aussi technique, hein, les poèmes du Parnasse. Et donc, vous avez deux poètes que vous devez retenir absolument et qui ont particulièrement inspiré les idées du Parnasse. Le premier, vous l'avez compris, on l'a déjà évoqué, c'est Théophile Gautier. Le second, peut-être moins connu par vous, il s'appelle Théodore de Banville. Et pareil, vous retrouverez son nom et ses œuvres dans l'infographie qui accompagne ce podcast. Mais aussi à leur suite, vous allez avoir celui qu'on a évoqué aussi, le comte de Lille, mais aussi un autre nom, José Maria de Heredia, qui chronologiquement donc a produit bien après les initiateurs que l'on a évoqués. Alors bien sûr, parfois, on a tendance à associer de grands poètes comme Baudelaire, Verlaine, Mallarmé, on a tendance à les associer à ce mouvement parnassien de par les caractéristiques que l'on vient d'évoquer, c'est-à-dire cette idée, hein, du véritable travail sur la matière qui est la poésie, le vers, la recherche, hein, presque de cette idée de créer quelque chose comme une pièce d'orfèvrerie qui serait au regard justement du public la plus belle chose esthétique. Donc si, le jour de l'écrit, vous voyez sur votre sujet un de ces noms que l'on vient d'évoquer, eh bien dites-vous que justement vous allez pouvoir montrer ou l'influence ou les caractéristiques de ce qu'a été ce mouvement, le Parnasse. Donc j'espère qu'à travers ces quelques présentations des grandes caractéristiques de ce mouvement poétique majeur du XIXe siècle, vous aurez vu un petit peu ce qui les guide, ce qui les conforte dans leur quête, leur mouvement, leur quête justement d'écrire quelque chose de nouveau, de renouveler la poésie et en particulier la poésie romantique. N'oubliez pas de regarder les infographies pour qu'un peu vous ayez cette vision et cette perspective à la fois historique mais aussi littéraire. Et d'ici là, je vous donne rendez-vous pour de nouveaux épisodes clapotis consacrés à la série Histoire littéraire. Donc je vous dis à très vite.